Bonsoir, Monsieur Gilles Touré. Bonsoir Emma, C'est un vrai plaisir de prendre un instant à café avec vous. mes plaisirs partagés. Est-ce que vous pouvez vous représenter à moi? Alors je suis Gilles Touré, la quarantaine bien révolue, créateur de mode, voilà, vivant à Abidjan depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années on va dire. Alors, la plupart d'entre nous, notamment moi, j'ai connu Gilles Touré la marque. Hein? Mais aujourd'hui, j'aimerais découvrir Gilles Touré la personne. Oh, c'est difficile, Gilles Touré la personne, je ne sais même plus si elle existe encore, on est tellement pris à fond dans notre boulot que finalement on n'a plus de vie. Alors je suis donc comme j'ai dit Gilles, je n'y vois rien, enfin je n'y vois rien. Né en Côte d'Ivoire. Avez 10 enfants? Alors, célibataire sans enfant encore, c'est un choix. Et voilà, donc je suis rentré à Abidjan, donc j'ai fait des études universitaires comme tout le monde. J'ai fait une licence en sciences éco. Et ensuite, je suis parti à Paris faire une école de stylisme. Donc je suis resté 3 ans dans une université des arts qui s'appelait MJM. Donc je suis sorti donc 3 ans après avec, ça équivaut à peu près à une licence aussi hein, en art. Et puis donc après ça, je suis rentré chez Paco Rabanne une saison et en pleine saison Paco Rabanne, j'ai été rappelé par une maison de textile à Abidjan et je suis rentré donc comme ça pour un essai qui était concluant. Je suis resté en même temps. Voilà, donc je suis revenu à Abidjan un peu comme ça sur un coup de tête. Je suis resté et voilà, ça c'est parti tout de suite. Miss Côte d'Ivoire et plein d'autres événements et puis voilà, donc ça s'est établi. Mais vous voyez, quand on revient toujours sur le professionnel, j'ai pleuré tellement j'ai pas de vie autre que ça en fait. Voilà. On peut dire que la marque a phagocyté. J'ai pas eu bon, à part, j'ai eu une enfance hein, forcément avec mes parents, mes frères et sœurs, mais à partir du bac déjà et de la fac, c'est fini, c'était boulot, 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 boulot. Et Gilles Touré, aujourd'hui, la marque, elle a démarré quand? Alors, elle a démarré justement dans les années 96, donc quand je suis rentré à Abidjan pour la marque du textile. Et je suis resté 2 3 ans avec eux en plein temps. Et après, j'ai décidé de m'installer à mon propre compte. Voilà, donc on a commencé à faire de Miss Côte d'Ivoire, par exemple, qui était un super tremplin. J'en parle souvent parce que c'est un événement qui est quand même diffusé donc, en direct à la télévision ivoirienne. Donc c'est l'un des plus grands événements en Côte d'Ivoire. Donc c'est un vrai tremplin. Voilà, donc c'est vraiment de là que les gens m'ont découvert et c'est parti tout de suite. Et puis ensuite, il y a eu, donc avant moi, les dames aimaient beaucoup acheter leur robe de mariée à Paris. Elles allaient acheter leur robe de mariée. Et puis moi, je suis arrivé donc avec des vêtements un peu avant-gardistes, comme ça, beaucoup de robes de mariée faites en Côte d'Ivoire par un jeune ivoirien. Donc tout le monde s'est un peu déporté sur moi et c'est vraiment de là que ma carrière véritablement a commencé. Et vous aviez à peu près quel âge? Alors j'étais très jeune, j'étais très très jeune. Je me rappelle que mon premier, alors ça c'était avant que je parte à la fac, quand j'avais 17 ans, je devais être en terminale, je passais le bac. Oui. Et je dessinais déjà, hein, donc j'ai commencé moi très 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 jeune. Et à 17 ans, j'ai fait mon premier magazine, un magazine de mode. Donc c'est des vêtements que j'avais dessinés, qui avaient été réalisés par Pathéo, qui est un aîné un peu dans la couture. Donc j'étais en terminale, c'était forcément caché de mes parents parce qu'il fallait que je passe le bac. Et ils ont été surpris de voir des vêtements, le nom Gilles Touré dans un magazine. Ils se sont dit, wow, mais c'est quoi cette histoire-là? Viens nous expliquer ça un peu. Et c'est de là que vraiment j'aurais dit, écoutez, moi, je crois que j'ai trouvé mon truc, quoi. Ça sera la mode ou rien. Et je me rappelle que papa a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, il n'était pas d'accord, mais du tout. Alors, chez son premier fils, elle m'a dit, non, pas question. Papa, il avait compris. De toute façon, je pense que depuis longtemps, j'avais quand même ces fibres artistiques-là. Il voyait, hein, les parents, ils savent. Il m'a dit, ok, mais 17 ans, c'est trop jeune. Il faut que tu passes le bac. Il faut que tu fasses la fac. Tu es l'aîné d'une famille. Donc, si toi, tu vas le maximum loin dans les études, je pense que tes petits frères vont suivre. Si tu t'arrêtes au bac, ils vont dire, oui, mais Gilles, s'arrête au bac. On n'a rien fait. Nous aussi, on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc, j'avais en tant qu'aîné quand même un devoir. C'est comme ça que je suis allé jusqu'à la licence. Hein, mais j'ai vraiment forcé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était très bien pour moi d'aller, enfin, c'est pas loin, mais d'aller au moins jusque-là. Ça me permet aujourd'hui, en plus c'était Sciences Éco, donc ça me permet aujourd'hui de gérer mon entreprise. Voilà, parce que c'est quand même après tout, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime, c'est un métier artistique, mais c'est aussi un business, on vit de ça. Voilà. Donc je pense que mes 3 années là de Sciences Éco me permettent aujourd'hui de savoir plus ou moins gérer un peu tout ça derrière. Voilà. Et vous avez dit quelque chose qui m'a assez intriguée, c'est que vous avez fait une école de mode. Quand on voit aujourd'hui que la plupart de ceux qui se disent créateurs sont des autodidactes, que pensez-vous de ça? Mais c'est dommage. D'abord, alors autodidacte, moi je veux bien qu'on soit autodidacte. On peut aimer la chose, on peut être autodidacte, mais à un moment il faut s'arrêter, se former, parce qu'il y a le côté technique qui est très important. Ce qui est dommage chez les jeunes créateurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont intéressés par juste le entre guillemets success story des autres. C'est-à-dire qu'en fait ils ont juste envie d'être sur le podium. Voilà, ils ont envie de jouer la star. Là, moi je suis dans une association avec John qui s'appelle SMCI où on est en train de recruter un peu tous les jeunes créateurs qui existent et les faire rentrer dans l'association parce qu'on se dit qu'ensemble on est plus fort.
Et il faut quand même un minimum. Donc on regarde un peu et on se rend compte que la plupart, on va aller sans exagérer, 75% donc des jeunes créateurs qui sont sur la place n'ont même pas d'atelier. Ils sont autodidactes, ils ont peut-être un petit peu raffiné, ils aiment ça. Et ils vont travailler chez les petits couturiers, de faire tout ça, enfin, jamais. Donc ils n'ont même pas de. Voilà, ça c'est dommage. Ils n'apprennent pas. Ils aiment ça. Moi je pense qu'on peut partir sur le fait d'aimer quelque chose. Moi j'ai aimé le métier au départ, hein, mais c'était important pour moi d'apprendre. Voilà, parce qu'après, on va avoir un don, mais il y a un côté technique qui est très important. Voilà, il y a un côté technique qui est très important. Il y a un programme chez nous qui dit championnat polo. Donc c'est un championnat. Le plus important c'est de pouvoir aller le plus loin possible. Voilà. Et pas être pas sortir au premier tour, d'arriver jusqu'au final. Et pour aider jusqu'en final, il faut être fort. Il faut être fort, il faut avoir une base. Il faut avoir une base pour avoir appris le métier. Voilà. Donc moi tout ce que je dirais, c'est vraiment tous ces jeunes qui aiment ça. C'est vous savez, avant la mode, c'était un métier qui était considéré métier pour prendre. On allait à la mode, à la couture, à la coiffure, ils appelaient la série C à Abidjan, parce qu'on n'avait pas réussi à l'école. Okay? Donc du coup, tout le monde, tout ça, qui était un peu plus fidèle, ils restaient 10-15 ans et tout, on les inscrivait dans une école de couture, de coiffure, en guise de remerciement. Voilà. Aujourd'hui, non, c'est un vrai métier. Voilà, aujourd'hui, on vit de son art, on est créateur de mode comme les médecins, comme les animateurs télé, comme les journalistes, comme voilà. Donc, ils aiment ça, d'accord, mais il faut une formation. 6 000 explorations. Il y a des écoles qui proposent des formations accélérées en 6 mois. Ça existe aussi dans la mode. Okay. On a un don, on a un goût pour la mode, on aime bien tout ce qui est beau, mais il y a un côté technique qui est important. Il faut faire au moins 6 mois de formation. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez... Ça change tout. Ça change tout. Parce que ce qu'on remarque à Abidjan, par exemple, c'est que tout le monde tourne autour de la même chose. Voilà. Il n'y a pas vraiment une de création. Pas, voilà. Et c'est dommage. Et c'est très important ce que vous dites, parce que est-ce que ça n'a pas permis la démarcation quand vous êtes rentré à Abidjan, parce que vous aviez étudié le métier et vous êtes rentré à Abidjan, vous avez eu un tremplin. Mais cette étude plus votre don, est-ce que c'est ça qui n'a pas fait la démarcation, parce qu'il y a eu des créateurs qui avaient de votre temps, mais c'est Gilles qu'on connaît plus? Ben oui, parce que je suis arrivé à un moment où j'apportais quelque chose de nouveau. Donc avant moi, il y avait Angibel, il y avait Misaoui, il y avait Patéo, il y avait un peu Système Moïse. Et puis Gilles est arrivé avec un style différent. Oui. C'était le pagne, donc c'est un jeune créateur qui vient de Paris, donc qui avait des idées un peu avant-gardistes. C'était un mélange d'européen, d'africain. Le bustier à Abidjan, c'est moi. Toutes les coupes un peu comme ça, les jupes en paille, froufrou, tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'était... ce que j'avais appris justement à l'Occident, donc toutes ces robes de soie qui n'existaient pas à Abidjan à l'époque, travailler dans du pagne. Voilà. Donc je pense que tout de suite ça marquait. Voilà. Et après ça, il n'y a plus véritablement de création. Et c'est dommage. Parce que le besoin était là. Mais vous avez fait le sens contraire, parce qu'aujourd'hui on est confronté à une thématique, c'est les jeunes qui veulent coûte que coûte aller en Europe, aux États-Unis. Et vous avez fait le chemin contraire. Et malgré la success story, vous avez décidé de rester en Afrique. Oui, je me rappelle quand je venais à Abidjan, donc j'étais chez Paco Rabanne. J'ai dû inventer une histoire pour pouvoir rentrer à Abidjan. J'ai dit que mon grand-père était décédé, il fallait que j'aille pour les funérailles. Le pauvre, il était déjà décédé depuis longtemps. Je l'ai tué 2 fois, pardonne-moi grand-père. Mais il fallait ça pour pouvoir avoir une libération, une autorisation pour partir. Et mes amis m'ont dit, écoute Gilles, tu vas faire quoi bled? Mais reste ici, ça va pas, tu travailles chez Paco Rabanne, il va te prendre là-bas, tu es super doué. À Abidjan, il n'y a rien. Je lui ai dit, écoutez, j'étais jeune à l'époque, je vais avoir 20 et quelques ans. Je lui ai dit, écoutez, je rentre à Abidjan. Si ça ne marche pas, ben, je reviens. Simplement, voilà, moi j'avais envie, j'aimais la mode. Je suis parti en Europe parce que j'avais vraiment envie d'apprendre la mode. Je voulais vraiment apprendre. Je n'étais pas pressé. J'aimais ça, mais je savais qu'à Abidjan, je ne pouvais avoir aucune école. Alors, pour la petite histoire, j'avais un don de dessin. Donc déjà, quand j'étais même en terminale à la fac, je donnais des cours de dessin dans les écoles de mode. Déjà, sans avoir appris la mode. Alors je me suis dit, moi, sans avoir rien appris, je donne des cours de dessin. Qu'est-ce que je vais apprendre à Abidjan? Donc pour moi, c'était Milan, l'Italie, qui était la capitale de la mode, ou Paris. Bon, Paris, c'était plus facile à cause de la langue. Hein. Voilà. Donc quand je rentrais, ils m'ont dit, non, mais ne rentre pas à Abidjan, tout ça, tu vas galérer, machin, truc, chose. J'ai dit, écoutez, je rentre, ça marche pas, je reviens. Je suis rentré. Et je suis resté. Aujourd'hui, avec le succès, je suppose que vous avez eu pas mal de propositions, vous avez plein d'opportunités de vous installer ailleurs, et pourtant vous avez décidé de continuer de rester en Afrique. Oh oui, en Afrique, et puis chez moi, en Côte d'Ivoire, vous savez, on est mieux que chez soi. Non, je voyage, j'essaie d'avoir des représentations un peu partout, mais je ne suis pas sûr que je serais bien ailleurs. Non, on a essayé à un moment les Bahamas, super île, mais non, je suis resté 6 mois, je suis rentré, je n'ai plus envie de vivre à l'extérieur. Non, je suis bien chez moi, je suis pas chauvin, non, c'est pas ça, mais j'ai mes repères là-bas, j'ai mes repères et voilà, je suis bien en Afrique. Et puis ça y est, en Afrique, c'est l'été toute l'année, en Europe, c'est... à un moment, j'ai eu avec la crise en 2011, je me rappelle, j'ai eu des propositions pour travailler à Milan.
Mais non, j'aurais pas pu. Je suis pas sûr que j'aurais pu rester là-bas. Et puis c'était pour une marque, j'avais déjà ma ligne, c'était difficile de... J'avais l'impression de rétrograder, même si j'étais à Milan. Voilà, non, non, j'ai attendu, ça s'est calmé et puis voilà, c'est reparti. Parce qu'aujourd'hui, je prends le café avec vous pour inspirer les jeunes, en fait, pour leur dire le futur de l'Afrique, c'est l'Afrique. Exactement. Et le futur du monde, c'est l'Afrique. Ouais. Parce que, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en terrain vierge? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez, alors nous, on parle d'Afrique de l'Ouest, mais quand on prend des pays comme l'Ouganda, quand on prend des pays comme le Kenya, comme la Guinée-Bissau, tout ça, c'est des pays qui sont encore vierges au niveau de la mode, oui. Alors aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest émerge. Tous les pays anglophones, la Ghana, Nigeria, tout ça, la mode est très très élevée. Mais il y a beaucoup d'autres pays. L'Afrique du Sud encore, ça va. Mais tous les pays que j'étais avant, là, il y a encore de la place. L'Eldorado, c'est terminé. C'était il y a 15, 20, 30, 50 ans, au moment de nos parents, de nos grands-parents. Mais aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez, vous avez l'habitude de voyager dans le métro, les Français nettoient le métro aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a tellement pas de boulot. Ce qui était fait à l'époque par nos frères africains, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui le font. Donc c'est bon, quoi. On va faire quoi après ça? Alors aujourd'hui, il y a eu des moments forcément dans votre carrière où vous avez eu envie de baisser les bras. Vous vous êtes dit, j'adore ce que je fais, c'est génial, tout le monde est gentil, c'est beau, mais vraiment comme je n'ai marre. Alors, comment ça se Ben passe? oui, je pense un peu comme tout le monde, c'est un peu vous savez, on travaille avec les femmes et c'est difficile les femmes, hein, je vous apprends rien. Et il y a des moments où vraiment j'ai eu envie de courir, de tout laisser tomber parce on a l'impression, malgré tous les efforts qu'on fait, qu'elles ne sont pas satisfaites, ou alors on a l'impression de ne pas en faire assez, ou alors on a l'impression d'être pas au niveau. Il y a des moments où on a vraiment l'impression de ne pas être au niveau. Et c'est en ce moment-là qu'on se remet en cause. Est-ce que je vais en prendre encore? Est-ce que je continue ou est-ce que je laisse tomber? Mais ça dure pas. Non, moi, quand vraiment je suis pas bien, quand vraiment j'ai envie d'abandonner, je pars. Je pars, j'ai la chance d'être mon propre patron, donc je peux partir du jour au lendemain, je pars 10 jours, 2 semaines et je reviens revigoré. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est très très difficile. Alors pour m'amuser, souvent je dis, si c'était à recommencer, je ne ferais pas la mode, je ferais maçonnerie. Je serais maçon. Quelle idée! Ben, je me dis, je sais pas moi, peut-être qu'avec le talent que j'ai, exactly. Et voilà, je construirais peut-être de très très belles maisons et puis j'aurais affaire aux hommes. Ouais. En général, c'est les hommes qui sont dans le bâtiment, donc c'est plus facile avec les hommes. Vous savez, moi j'ai une ligne de chemise. Est devenue unisexe? Oui, non, non, je sais justement, mais c'est pour dire que aujourd'hui j'ai une ligne de chemiserie qui se comporte très bien Oui. et on vend beaucoup plus, enfin beaucoup plus facilement à l'homme aujourd'hui qu'à la femme. Oui, donc c'est toujours plus facile avec l'homme. Les femmes, elles sont un peu, excusez-moi mesdames, chichiteuses. C'est vrai que vous êtes 80% de mes clients, mais un peu chichiteuses quand même par moment. Donc, Mais parce qu'on aime se sentir comme des princesses. ouais, puis il n'y a jamais ce que vous voulez, en fait, c'est ça. Ah, c'est joli, mais ça n'existe pas en rouge. On cherche toujours ce qu'il n'y a pas. Mais bon. Mais après 20 ans, j'ai compris. Hein. J'ai compris, j'arrive maintenant à l'Algérie. Je m'arrête 2 fois dans l'année. Je prends des vacances 2 fois dans l'année, en janvier et en juin. Ça me permet de. Il ne faut pas être esclave de son boulot. C'est vrai que j'adore ce que je fais, mais j'ai besoin quand même de souffler et de revenir bien. Alors, les managers qui réussissent sont confrontés à un problème dont on parle rarement. C'est la success story. Un jour, vous étiez en France, vous êtes rentré, vous avez commencé par vous mettre à votre compte. Et le lendemain, on vous reconnaît dans la rue, vous devenez personnage public. Comment doit-on gérer cela? Ou comment vous avez géré cela? Alors, il faut garder la tête sur les épaules, il faut rester le plus. Moi, hier, je me vois, je dis, ah, mais c'est bizarre, il est simple. Les gens, ils n'en reviennent pas. Non, parce que, bon, alors moi, l'avantage que j'ai eu, je ne sais pas si c'est que j'étais très entouré. Mes parents sont présents jusqu'aujourd'hui. Ils sont toujours là. Je fais un pas là, par exemple, papa, maman, tout le monde sait que je suis à Dakar, on m'appelle, ça se passe bien, ouais, je veux dire. Donc, du coup, ça m'a permis, voilà, ça m'a permis de me recadrer. Parce que j'avoue qu'à un moment, j'ai trouvé que c'était bon. Vous savez, j'habille 4-5 premières dames, il faut vraiment être fort pour garder la tête sur les épaules, quoi. Et ça sert à rien de. Non, 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 non. Je pense qu'il faut rester le plus simple possible. Et je pense qu'en ce moment-là, je suis pas marié, donc c'est ma famille, c'est mes parents, c'est mes frères et sœurs, c'est ceux-là qui arrivent à me rappeler que finalement, je suis que Gilles, qu'un simple créateur, couseur, comme on dit, à Abidjan de vêtements. Et point barre, quoi. Je suis pas différent des autres. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire. Parce que il y a beaucoup de choses, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que je peux plus faire. Je peux plus aller au marché d'Adjamé, je peux plus prendre les taxis communs, je peux plus aller manger vous savez ce que c'est le garba? Oui. La tchéké va là dehors, je peux plus, pourtant j'ai envie. Donc alors je suis obligé d'envoyer ma nounou pour acheter pour manger à la maison. C'est dommage, mais en même temps on a choisi. Hein. Après c'est plus pour les autres. Parce que moi, je veux dire, à la limite, je vais m'asseoir dans un garbadrome, je mange mon acheké, c'est bon, c'est vrai que tout le monde va me regarder, mais les autres vont pas comprendre. Ah, mais lui aussi, il vient ici. Oui, ça les gêne plus que nous-mêmes. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut plus faire, c'est dommage, mais c'est comme ça. Comme je dis, après, c'est un choix, on est obligé d'assumer. Mais qui est la cliente lambda de Gilles Touré? Mais madame, tout le monde, moi je dis, de toute façon, vous savez, non,
Non, non, mais on se trompe. C'est vrai que Gilles Touré a une mauvaise image parce qu'on a commencé très haut avec des. On était obligé de commencer comme ça parce que j'avais vraiment voulu mettre la marque très haut. Positionnement du Positionnement du produit, rapport qualité-prix, ok. Gilles Touré, marque aujourd'hui existe, mais aujourd'hui on est descendu. On fait des chemises à 35 000, on vend des caleçons, vous savez, pour Rome à 15 000, vous voyez. Donc tout le monde est en train de pouvoir s'habiller chez Gilles. C'est vrai que tout le monde ne peut pas encore se permettre de faire la robe de mariée traditionnelle chez Gilles parce que c'est tellement cher, mais on est en train de se battre pour ça, vous savez. Ça coûte cher parce que c'est un travail de qualité. Ça coûte cher parce que c'est un travail pas industriel, artisanal, et ça prend beaucoup de temps. Vous savez, j'ai des clientes qui viennent à 15 heures, elles ont rendez-vous à 15 heures, normalement ça doit durer 20-30 minutes, elles vont rester de 15 heures à 18 heures pour choisir une robe. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? On est obligé de mettre le prix en ce moment-là, vous voyez, je veux dire, parce que tu es obligé de payer pour les autres. Alors que là, maintenant, c'est en train de changer. Là, on va ouvrir bientôt une boutique prêt-à-porter où on pourra venir s'acheter une robe et partir, ça dure 15 minutes. Oui. Voilà. Et les prix seront forcément plus bas. On est en train de se battre aussi, je pense, avec tous les créateurs africains pour arriver vers une industrialisation de la mode. Je pense que quand on sera industrialisé, quand on pourra fournir en masse, en série, on pourra baisser nos prix, vendre moins cher, gagner sur la quantité et en ce moment-là, toucher tout le monde. Vous savez, en Europe aujourd'hui, une robe de chez Saint-Laurent, elle va vous coûter 10-15 000 euros. Un parfum de chez Saint-Laurent, ça va vous coûter 50 euros. Donc moi, je n'ai pas 15 000 euros, mais j'ai 50 euros pour acheter un parfum. J'habite, je porte Saint-Laurent. Voilà, c'est tout. Donc il faut qu'on aille justement vers des produits dérivés. Oui. Marqués Gilles Touré, marqués Mastil, pour que justement tout le monde puisse avoir accès à nos marques sans forcément s'acheter des vêtements. Absolument. Et c'est vers ça qu'on doit pouvoir partir maintenant. Et si on vous demande c'est quoi la prochaine étape? Alors, prochaine étape, j'aime pas parler de mes projets, mais la toute prochaine qui est là, c'est une boutique prêt-à-porter qui est en train d'être finie, voilà, qu'on va ouvrir Boulevard Latry à Abidjan et comme je dis, ça va nous soulager sur beaucoup de plans. On pourra s'acheter n'importe quoi, mais un t-shirt, un jean Gilles Touré. Donc là, ça sera déjà un grand pas parce que pendant longtemps, on a travaillé haute couture et aujourd'hui, on a vraiment envie d'aller vers tout le monde, d'où l'ouverture de cette enseigne-là. Ça a mis 20 ans, les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi Gilles Touré travaille qu'en showroom? Mais je voulais vraiment être prêt. Ouvrir une boutique, c'était pas ça le plus dur, non. Le plus dur, c'était de pouvoir proposer des pièces facile d'accès à tout le monde. Et là, on est prêt. Donc, on va trouver une chemise, un t-shirt à 5 000, 6 000. Je pense que ça va freiner un peu la concurrence, la contrefaçon. Voilà. Parce que si aujourd'hui, il y a tellement de contrefaçon, c'est peut-être parce que aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à nos produits. Absolument. Voilà. Donc, une chemise que moi, je vends à 35 000 francs, qui est recopiée à 10 000 francs au marché. Si je fais un t-shirt inspiré de cette chemise-là que j'avais à 5-6 000 francs, je pense que bon, on réduit, on ne règle pas le problème de la contrefaçon, mais on la réduit un peu. Voilà, donc c'est les prochains projets, ça. Mais je pense que toute mon équipe et moi-même, on a tellement apprécié le café qu'on va s'inviter chez vous à Abidjan pour le prochain café. Ben, je vous attendrai, je vous accueillerai avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.